Madame, monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures de ce 29 mars à la une de l'actualité. Lutte contre la criminalité organisée. Un détachement de la gendarmerie nationale a encerclé le 27 mars lors d'une opération de qualité menée dans le village de Slam, commune frontalière de Bab el Assa, wilaya de Tlemcen, un domicile où se trouvait un baron de la drogue. Les détails dans quelques instants. Au moins 150 personnes tuées au Myanmar suite à un séisme de magnitude de 7,7. L'Algérie exprime sa pleine solidarité et sympathie avec le pays et présente ses condoléances aux familles des victimes. Un volet histoire avec les explosions nucléaires françaises dans le Sahara algérien. Source d'une forte radioactivité, les répercussions sur la population locale sont dramatiques. Risque accru de famine à Gaza, soumise à un sévère embargo par l'entité sioniste. Les Palestiniens manquent de tout et tentent de survivre aux bombardements incessants de l'occupant. Nous ferons le point avec notre correspondant sur place. Et nous irons auprès de notre communauté établie en France qui se réunit régulièrement autour de iftar collectif, des moments de partage mais aussi de débat et de discussion. Illustration au consulat de Bobigny et de Créteil à Paris. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver, je le disais en titre, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de la gendarmerie nationale a encerclé le 27 mars lors d'une opération de qualité menée dans le village de Slem, commune frontalière de Bab el Assa, wilaya de Tlemcen, en deuxième région militaire. A encerclé un domicile où se trouvait un baron de la drogue. Il s'agit du dénommé Malou Imam, recherché par la justice et faisant l'objet de plusieurs mandats d'arrêt émis contre lui dans diverses affaires. Ce dernier, qui était présent avec son frère dans son domicile, a ouvert le feu sur le personnel du détachement, causant la blessure d'un officier qui a été transféré immédiatement à l'hôpital de Marnia pour recevoir les premiers soins avant d'être évacué à l'hôpital militaire universitaire d'Oran, en deuxième région militaire. À l'issue, ce baron a tenté de s'enfuir à bord d'un véhicule de type Renault 25 avec deux criminels, ce qui a conduit à l'intervention du personnel du détachement de la gendarmerie nationale en tirant sur le véhicule et en éliminant les deux criminels qui se trouvaient à bord et qui tentaient d'exfiltrer le baron. Il s'agit des dénommés Rattas Mohamed et Nemaraoui Mohamed, tandis que le baron s'est enfui ensuite après que le personnel de la gendarmerie nationale a pris d'assaut la maison. Le frère du baron, le dénommé Malou Ilyes, qui était légèrement blessé, fut arrêté. Cette opération a permis la récupération d'un pistolet automatique de type Star, d'un véhicule utilitaire de 14 téléphones portables, d'une machine à compter les billets ainsi que d'autres objets. Suite au violent séisme qui a frappé le Myanmar, faisant un grand nombre de victimes d'importants dégâts matériels, l'Algérie exprime sa pleine solidarité et sympathie avec la République de l'Union du Myanmar et exprime ses sincères condoléances et compassion aux familles des victimes, tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés. Cette catastrophe nous rappelle la nécessité de nous attacher aux valeurs de solidarité et de cohésion humaine, ainsi que l'importance de soutenir le peuple ami du Myanmar pour surmonter cette épreuve difficile, en apportant toute forme de soutien humanitaire et en participant aux efforts de secours pour atténuer la souffrance des sinistrés. On rappelle, pas moins de 150 personnes ont perdu la vie et 700 autres ont été blessées suite au séisme de magnitude 7,7 survenu hier au centre du Myanmar. Le tremblement de terre a touché également des parties de la Thaïlande et le bilan est amené à augmenter puisque les opérations de recherche et de secours sont toujours en cours.
Et un volet histoire ce matin avec l'explosion nucléaire d'Ineker au nord de Tamanrasset, la deuxième effectuée en Algérie par la France dans le Sahara algérien. Ce jour-là, l'explosion censée être souterraine laisse échapper un immense nuage nucléaire qui s'est propagé dans toute la région et même les pays du Sud. Un incident est survenu lors de l'essai entraînant de graves répercussions. Yasmine Massoudi. Alors que l'Algérie est sur le point d'obtenir son indépendance, la France poursuit ses explosions nucléaires dans le Sahara. À Ineker, le tir Beryl, censé être confiné sous terre, tourne à la catastrophe. La roche cède sous la pression et un nuage radioactif s'échappe, se propageant sur plusieurs kilomètres. 1er mai 1962, au moment de l'explosion, bien sûr, ça fait un grand boom, énormément de poussière. J'ai regardé ma bande de mesure. Ma bande de mesure consistait à une droite de référence qui correspondait à une ambiance sans radioactivité. Et puis j'avais une courbe de mesure. Et aussitôt après le tir, la courbe de mes mesures s'est éloignée de ma droite de référence et je me suis rendu compte qu'il s'était passé quelque chose de grave. Les populations locales, totalement exclues des mesures de précaution, sont exposées sans protection à des doses massives de radiation. Aucun plan d'évacuation n'est mis en place et l'incident est immédiatement minimisé par les autorités françaises. J'avais un masque à gaz. Alors le masque à gaz avait pour intérêt de retenir toutes les poussières de façon à ce que vous ne les absorbiez pas. Je mets mon masque, mais à ce moment-là, je vois un grand remue-ménage devant mon bâtiment, devant mon laboratoire. C'était tous mes camarades du génie qui, très inquiets, venaient vers moi, scientifique, pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. J'ai enlevé mon masque et j'ai hurlé « Vite, vite le masque !» Il n'en avait pas. Depuis 1960, le Sahara algérien est transformé en un véritable terrain d'expérimentation nucléaire. Entre Regen et Ineker, la France mène plusieurs explosions, dont certains en plein air, exposant directement l'environnement et les habitants aux radiations. La France de marcher sur ce chemin, de prendre ses responsabilités, et ça veut dire concrètement, avec empathie, il faudrait faire la transparence, il faudrait identifier les victimes et le dégât pour l'environnement et il faudrait mettre tous en place pour aider les survivants ou ceux qui souffrent, qui n'ont pas été nés à ce moment, qui souffrent des maladies liées à la radioactivité. Les conséquences de ces essais sont toujours visibles aujourd'hui. Cancer, malformations, terres contaminées, les populations locales continuent d'en subir les effets. Tandis que les demandes de reconnaissance des victimes se heurtent à des blocages administratifs. L'empreinte de ces explosions est durable et dans certaines zones, la radioactivité ne diminuera qu'au bout de 24 000 ans. Les cartes des zones contaminées toujours cachées, les indemnisations dérisoires et quasi inexistantes pour les Algériens. C'est un déni organisé, un crime dissimulé. Le rapport de Benjamin Stora en 2021 recommandait une commission bilatérale. Résultat, aucune action, des mots, du vent et toujours aucune justice. Pendant ce temps, les radiations continuent de tuer. Le Sahara algérien porte encore les cicatrices de ces bombes. Un crime atomique qui va s'étendre sur des milliers d'années. Les Algériens demandent trois choses. D'abord, les cartes des sites contaminés, un nettoyage et une dépollution complète, et enfin des indemnisations justes pour les victimes. En attendant de voir ces revendications aboutir, plusieurs générations d'Algériens subissent les conséquences d'actes inhumains commis par une puissance coloniale sans scrupules. Et ces explosions nucléaires dans le Sahara algérien ont lourdement affecté la population locale, comme nous venons de le voir. L'absence de mesures de précaution et le refus de la France de décontaminer les zones touchées ont aggravé la situation sanitaire des habitants. De nombreuses maladies recensées ces dernières années sont directement liées à la radioactivité qui ne diminuera, selon les scientifiques, qu'après 24 000 ans. Walid Yousfi. 60 ans après les explosions nucléaires de l'armée coloniale française en Algérie, les cicatrices laissées par ces explosions restent bien visibles, aussi bien sur l'environnement que sur la santé des populations. De Regen à Ineker,
Les résidus radioactifs émis cette époque continuent d'affecter la région. Dans certaines zones, les niveaux de radiation restent aujourd'hui encore anormalement élevés. J'ai passé 10 ans de ma vie à Taman Rasset. Pendant cette période, j'avais constaté qu'il y avait beaucoup de cancers dans la région, et particulièrement le cancer de la thyroïde, le cancer du sein. Il y avait des cancers cutanés. C'est des choses que je voyais rarement, c'est-à-dire pas rarement, mais avec un pourcentage moins au nord. Ça, c'est le volet de cancérologie. Il y a un autre volet, c'est les malformations. Sans parler des malformations orthopédiques. Les récupérateurs viennent toujours, plus de 60 ans après, récupérer des câbles et font brûler le plastique, tout ce qui est combustible, pour récupérer le cuivre. Et ça, il y a une activité de récupération qui est toujours aujourd'hui présente sur le site. Lors de sa visite à Heinecker, ce scientifique a ramené dans son laboratoire un échantillon pour analyse. Le résultat est sans équivoque. Vous voyez sur ce pic une énorme contamination en césium-137. Il y a aussi une contamination en plutonium. Donc c'est vraiment un déchet radioactif à vie longue qui n'a absolument rien à faire dans l'environnement accessible à tout le monde. Il faut que l'État français prenne ses responsabilités à deux mains et soit poursuivi pour les exactions commises en Algérie. Ces explosions nucléaires sont un véritable crime contre l'humanité. Je suis né l'année de l'explosion atomique de Hamoudia avec un handicap. Jusqu'à mes 7 ou 8 ans, je ne pouvais me déplacer qu'à 4 pattes. J'ai dû faire de la rééducation pour pouvoir marcher. J'ai 18 ans. Comme vous pouvez le voir, je suis atteint d'handicap à cause des retombées radioactives. Ma jambe me fait mal jour et nuit. J'ai consulté plusieurs spécialistes dans différents hôpitaux. Il n'y a pas de remède à ce que j'ai. Face à ce constat, de nombreux Algériens réclament une reconnaissance officielle des dommages subis, attendant toujours des réparations à la hauteur des souffrances. Et on va en France auprès de notre communauté établie dans ce pays qui se réunit régulièrement autour de iftar collectifs. Le cas à Bobigny où des moments chaleureux sont partagés, des Algériens isolés ou en difficulté ont été reçus au consulat aux côtés de plusieurs artistes. Afaf Belhouchet. Dernière ligne droite avant l'Aïd, et comme chaque soir de ce mois sacré, le consulat d'Algérie à Bobigny ouvre ses portes pour offrir un iftar collectif aux Algériens isolés. Bien au-delà d'un simple repas, c'est une atmosphère familiale et chaleureuse qui s'installe chaque soir, avec des invités d'honneur comme l'influenceur Ramzi Zengakruzi. شفت جماعه تاعنا الجزائريين اللي عندهم لي بابي اللي ما عندهمش بوكو بلوس جايين لهنايا اون فامي فطرنا كاع كيف الحمد لله قصرنا معاهم حكينا معاهم كيفاش راهم يديروا كيفاش راهم يديروا حاجه شابه سي كو بيان اورغانيزي يطيبوا لهم مليح. Cette entraide, elle naît de la solidarité sincère et du dévouement de bénévoles qui, soir après soir, ont répondu présents, souvent au prix de leur propre vie familiale. استجبنا للنداء تاع الجزائر ومبادره حسنه مبادره طيبه منها إعانة للناس اللي ما عندهمش الإمكانيات باش يفطروا بين العائلة ومنها واحدة أخرى تلاقينا خوا وتشوفنا وفوتنا رمضان أون فامي نسينا باللي رانا في الغربة. الحمد لله عطانا ربي القوة. On essaye de faire le maximum pour que tout le monde puisse avoir un iftar très correct en communauté. Ce soir-là, plusieurs artistes et figures du monde culturel sont venus partager l'iftar et vivre aux côtés des personnes les plus démunies ou les plus isolées, un moment profondément algérien, à la fois intime et fédérateur. De pouvoir retrouver les membres de la communauté algérienne ici en Seine-Saint-Denis, à Bobigny, un territoire que je connais bien et je suis très heureuse d'avoir pu partager cette soirée ici. C'était très très bon. On était contents, binatna, les Algériens, gars ensemble solidaires et voilà, donc à la Ramadan. Donc j'espère que pour vous ça s'est bien passé. En tout cas on a très bien mangé, comme ça encore une fois. وبيان ايفيدامون نوجه زندا شكر للرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اللي هو il nous accompagne وحسسنا باللي نحنا on est soutenu وحسسنا بلا sécurité. Près de 400 repas servis chaque soir sans interruption, tout en maintenant les services administratifs en journée. Une prouesse discrète mais ô combien symbolique d'un consulat au service de sa communauté.
À Créteil, le consulat d'Algérie innove en proposant un format inédit, un iftar débat dédié aux étudiants. L'objectif, offrir à ces jeunes un espace d'écoute et de dialogue, répondre également aux difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, notamment dans leurs démarches administratives. Un moment d'échange nourri, marqué par la présence de personnalités politiques engagées. Rafef Belfouchette. C'est un format original qu'a choisi le consulat d'Algérie à Créteil pour soutenir les étudiants dans sa circonscription. Un iftar débat conçu comme un espace d'écoute où ces jeunes peuvent exprimer leurs préoccupations, souvent liées à leurs conditions d'accueil en France. Quand on arrive, oui. Quand on fait le changement, oui. Les titres de séjour, en fait, c'est plus au niveau de la préfecture où il y a des problèmes. Et les délais de réponse, des fois, sont trop longs. Des fois, on est un peu dans le risque de perdre, que ce soit nos logements étudiants, nos aides. Des fois aussi, pour ceux qui travaillent, de perdre leur travail. Je ne suis pas la seule concernée, il y en a plein. C'est ça le plus dur, je pense. Des difficultés bien réelles, trop souvent ignorées, alors que certains discours politico-médiatiques français, empreints de néocolonialisme, continuent de brandir le mythe d'un prétendu favoritisme accordé aux Algériens. Un mythe que s'attache à déconstruire avec clarté et courage le sénateur français d'origine algérienne, Aklim Elouli, invité à co-animer ce temps d'échange. Ce qu'il faudrait, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'on ait plus de droits que les autres, c'est qu'au moins ils nous respectent nos droits. Si on peut commencer par la base, ne me donnez pas plus de droits, respectez juste mes droits. Le droit, il existe, c'est-à-dire qu'on nous stigmatise de plus en plus, on vous essentialise. C'est-à-dire que, moi quand je suis rentré au Sénat, ils ont mis l'enfant du FN rentre au Sénat. Ah, c'est pas une insulte, quand on est enfant de révolutionnaire. J'aurais pu être l'enfant de 1789 d'ailleurs aussi, donc ils en sont fiers, donc il n'y a aucune insulte. Ils ont cru que c'était insultant. De son côté, le consul d'Algérie à Créteil a présenté avec clarté et sens de la pédagogie les dispositifs algériens destinés à soutenir les étudiants, aide administrative, services consulaires spécifiques ou encore accompagnement dans certaines démarches sensibles. C'est une très belle initiative, le format était très adapté, c'était assez intimiste, on a pu échanger avec un certain nombre de nos compatriotes sur différents sujets et également avec monsieur le consul qui a répondu précisément à l'ensemble des questions qui lui étaient posées. Des questions qu'on ne connaissait pas et on en a encore plein à la tête, on pourrait leur reposer pendant des heures. On apprend toujours, notamment sur l'installation d'une banque extérieure d'Algérie qui est très attendue par la communauté algérienne et franco-algérienne en France. On a appris aussi des éléments sur les passeports, sur les cartes d'identité, sur les procédures à suivre. Donc ça a été très enrichissant et on va pouvoir nous maintenant transmettre ce qu'on a appris aujourd'hui à nos compatriotes. Franchement, je trouve l'initiative très bien pensée et la Chorède était très enrichissante. On a pu poser les questions qu'on voulait, on a pu découvrir d'autres perceptions par rapport à des situations qu'on rencontre chaque jour. Le sénateur et monsieur le consul ont pu répondre à nos questions, donc franchement, c'était une trop bonne soirée. Maillon vulnérable de la communauté algérienne en France du fait de leur âge et de leur éloignement familial, ces étudiants ont trouvé le temps d'un iftar une parenthèse d'humanité et de réconfort, loin des tumultes médiatiques qui assombrissent trop souvent leur quotidien. À Gaza, les bombardements sionistes se poursuivent et ciblent plusieurs zones de l'enclave. Des dizaines de Palestiniens, dont des enfants et des femmes, ont été tués hier et ce matin encore dans les attaques de l'occupant. De nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres et les Nations Unies craignent une famine dans l'enclave où les aides sont empêchées d'accéder par l'armée sioniste. Le point avec notre correspondant Wissam Abou Zaïd, commentaire de Badia Mardi. Le génocide perpétré par l'armée sioniste contre le peuple palestinien innocent se poursuit et n'épargne personne. Le dernier carnage en date a ciblé des enfants innocents qui étaient allés chercher de l'eau avant de tomber en martyrs, laissant derrière eux des familles en larmes. Il est parti chercher de l'eau et il est revenu en martyr. Ces images montrent l'horreur qu'ont vécu les Palestiniens, dont beaucoup ont péri pendant leur sommeil suite à un bombardement de leur maison par l'armée sioniste. Le missile qui les a ciblés a réduit les meubles en ruine. Le missile est tombé directement sur ma chambre avant de pénétrer la chambre du dessous et jusqu'au rez-de-chaussée. Presque toutes les victimes sont des enfants innocents. Ce chaos intervient alors que l'occupant sioniste continue à fermer le point de passage des aides humanitaires de Rafah. Situation que les organisations humanitaires dénoncent, appelant à y mettre terme pour éviter de plonger les Palestiniens dans la famine.
Nous manquons des moyens les plus élémentaires. Nous n'avons ni à manger ni à boire. Les Palestiniens continuent à tomber en martyrs sous les bombardements de l'armée sioniste. Des centaines de milliers de personnes à Gaza sont de nouveau menacées de faim sévère et de malnutrition. À mesure que les réserves d'aide alimentaire dans la bande s'amenuisent et alors que les frontières restent fermées à l'aide humanitaire en raison du blocus imposé par l'occupation sioniste. La grogne populaire ne faiblit pas au Maroc. Les manifestations se succèdent. Pour un coup, dénoncer la normalisation avec l'entité sioniste, un autre s'élever contre la vie chère. La situation socio-économique de la population se dégrade de jour en jour face à un Marzen totalement absent. Badia Amarni. La situation au Maroc continue de faire couler beaucoup d'encre et la rue ne cesse de gronder. Il faut dire que la précarité et les conditions de vie difficiles dans lesquelles est plongé le peuple marocain le poussent à battre le pavé et crier son ras-le-bol en revendiquant ses droits légitimes, notamment son droit à une vie décente. La crise sociale et économique étouffe le peuple et risque d'entraîner le pays vers l'explosion. Parlez de vos droits, j'ai 7 enfants, comment les nourrir, tout est cher. Nous ne demandons rien sauf un morceau de pain. J'ai à ma charge plusieurs enfants, dont un candidat au bac et un handicapé. Lorsque les maisons sont démolies au nom de la justice et la parole muselée, le citoyen marocain se retrouve plongé dans la pauvreté. Le Maroc risque l'explosion sociale et les citoyens expriment leur colère face à un régime monarchique qui a perdu sa crédibilité. Ils détruisent les maisons, ils mettent les gens dehors sans aucun dédommagement. Ils savent tous que je ne possède rien et je n'ai pas où aller. En plus de ne pas tenir ses promesses, le Marzen poursuit sa politique de répression contre son peuple qui ne compte pas baisser les bras. Retour dans le pays pour parler sport et on connaît désormais les affiches des demi-finales de la Coupe d'Algérie de football 2024-2025. L'USM Al-Harrach sera opposé à l'USM Alger alors que le tenant du titre, le Shabab El Ouizdad, affrontera le Mouloudia d'Al-Bayed. Plus de détails dans ce sujet de Sid Ahmed Boulaye. Ils ne sont plus que 4 désormais à prétendre à la Coupe d'Algérie 2024-2025. L'USM Al-Harrach fera bel et bien partie du dernier carré. Opposés à l'ES Mostaganem au stade du 5 juillet, les deux équipes n'arrivent pas à se départager au bout des 90 minutes réglementaires et les 30 minutes de la prolongation. La séance des tirs au but tourne en faveur des Harrachis qui, en plus de la coupe, jouent à fond l'accession en Ligue 1. En demi, l'USMH retrouvera son voisin Usmist qui n'a fait qu'une bouchée du CRT Mouchent, un club de Ligue 2, victoire nette et sans bavure 5-0. Un derby qui promet surtout lorsqu'on sait que l'USMH a battu cette saison des clubs de Ligue 1 comme la JSK et le MCO. La seule affiche d'écart opposant deux clubs de l'élite était celle qui s'est jouée à Braqi entre l'entente de Sétif et le MC El Bayad. Un match qui ira jusqu'aux prolongations et le MCEB surprend son adversaire en inscrivant le but de la qualification à la 100e minute de jeu. En demi, El Bayad fera face au tenant du titre, le Shabab de El Ouizdad, qui est venu à bout du Mouloudia de Béjaïa, un club de 3e division, sur la plus petite des marches. Encore une fois, les demi-finales se joueront sur terrain neutre et encore une fois, le spectacle sur le terrain dans les tribunes sera de la partie. Pour terminer ce journal, direction Annaba, la découverte de son patrimoine culinaire au cœur de la mythique place d'Armes. Un restaurant propose des spécialités locales. La brique Annabi arrive en tête des mets les plus consommés en ce mois de Ramadan notamment. Un indispensable qui n'est plus à présenter, comme vous allez le voir dans ce reportage de Maïl Belkhaïdia.
Au milieu de la vieille ville d'Annaba, la place d'Armes abrite un espace culinaire ancestral décoré avec énormément de nostalgie pour proposer le bourek authentique qui fait la réputation de la ville. البورك العنابي مازلنا احنا محافظين عليه هنا في دار البي التقليديه. Nous avons préservé la recette du bourek à Annabi à travers des générations. C'est un héritage culturel qu'on préserve. Certains restaurants ont apporté quelques modifications à la recette, comme le fait d'ajouter des crevettes. Les familles beaunoises mettaient de la cervelle de mouton, chose qu'ils ne font plus maintenant. À présent, on le prépare à base de purée de pommes de terre, de la viande hachée, des olives, de l'oignon, des œufs et des épices bien de chez nous. هو المخ الغنمي هذا المخ الغنمي كانوا يديروا الاضافه اما دركا واش عندنا فيه البطاطا عندنا فيه اللحم المفروم عندنا فيه الزيتون الاخضر عندنا فيه زيتون نكحل عندنا فيه المعدنوس عندنا فيه بصل فلفل اكحل شويه هريسه البيض. Le bourek à Annabi existe depuis bien longtemps. La preuve en est matérialisée par cet ustensile centenaire. Quand on parle de la feuille de brique, on peut prouver l'origine de la feuille de brique avec le plateau, ce plateau, l'emra, on appelle ça l'emra. Maintenant, on fait tous avec un tagine plat, mais l'origine et l'original, c'est celui-là. Il est en cuivre en dessous, c'est-à-dire parce qu'il n'y avait pas de gaz, donc c'était fougue le canon pour que la chaleur soit diffusée. Ça couvre le canon et la chaleur elle est diffusée. Donc la personne, elle faisait la pâte, elle était plus liquide que maintenant qui font des espèces de gestes comme ça. Elle était plus liquide. Pourquoi? Parce ils étaient très ingénieux et ingénieuses bien sûr, pour que quand la pâte elle dépasse, elle coule ce côté-là. Accompagnant la célèbre shorba ou djeri, le bourek d'Annaba reste l'un des plus délicieux du pays. احنا في مدينة عنابة هذا الجاري الموروث العثماني كي هو كي البوراك احنا نديروه نقولوا جاري فريك نديروا فيه نعناع على fin. Ici à Annaba, la soupe ou le djari et le bourek sont un héritage ottoman. On prépare le djari à base de fric ou de blé, on rajoute des feuilles de menthe et de la viande de mouton. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.